intimement, même s'ils ont parfois du mal à le nommer. Ce moment où on a pris le temps de poser une règle calmement, posément, avec cette sensation intérieure d'avoir enfin fait ce qu'il fallait, d'avoir été clair, juste, cohérent, et où on se dit, presque avec soulagement, bah ça y est, le cadre, la règle est posée. Et puis très vite, parfois quelques heures plus tard, parfois dès le lendemain, parfois même presque immédiatement, eh bien cette règle, elle est transgressée. Comme si elle n'avait jamais existé, comme si vos mots n'avaient laissé aucune trace, comme si ce que vous aviez posé avec sérieux et intention s'était dissous dans l'air. À cet instant précis, c'est pas seulement l'agacement qui monte, c'est autre chose de plus profond, une forme de découragement, parfois même une remise en question silencieuse. À quoi bon poser le cadre si rien ne change ou, quoi que je dise, on m'écoute jamais? Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que je suis pas assez ferme ou au contraire trop rigide? Certains parents se disent qu'ils devraient durcir le ton, d'autres qu'ils devraient expliquer encore davantage, mieux, plus longtemps. D'autres encore aussi entre culpabilité et épuisement avec ce sentiment diffus de faire beaucoup pour très peu de résultats. Et pourtant, si je devais poser une chose essentielle dès maintenant, ce serait celle-ci. Dans la majorité des familles que j'accompagne, le problème, c'est ni l'absence de règles, ni un manque d'amour, ni un enfant difficile par nature. Le problème, c'est que le cadre posé n'est pas un cadre qui tient. Pas parce qu'il est mal intentionné, mais parce qu'il lui manque un élément fondamental, rarement expliqué, rarement transmis, et pourtant absolument déterminant. Dans cet épisode, je ne vais pas vous proposer une nouvelle règle à ajouter ni une méthode magique à appliquer dès ce soir. Je ne vais pas vous dire de répéter plus fort, ni de menacer davantage, ni de tout lâcher non plus. Je vais plutôt vous inviter à regarder autrement ce que signifie réellement poser un cadre, à comprendre pourquoi certains cadres glissent entre les doigts alors que d'autres, sans être plus durs ni plus autoritaires, tiennent dans le temps et apaisent profondément les relations familiales. Parce que quand un cadre est juste, c'est pas l'enfant qui obéit par peur ou par soumission, c'est l'enfant qui se sent contenu, sécurisé et rassuré. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'il cesse de tester sans cesse, qu'il n'a plus besoin de vérifier si l'adulte tient vraiment. Et c'est précisément ce que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue sur ce podcast, le seul podcast qui vous aide à transformer tous les défis du quotidien, que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, votre boulot et tous les domaines de votre vie, afin de les transformer en opportunités de connexion, d'apprentissage et d'épanouissement. Je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice, auteure best-seller de plusieurs livres, mariée et maman de 3 enfants. Quand on parle de cadre éducatif, beaucoup de parents pensent immédiatement à des règles, à des interdits, à ce fameux moment où on annonce ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, comme si le cadre se résumait à une liste claire de consignes qu'il suffirait d'énoncer pour que les choses se mettent en place naturellement. Et c'est là que commence souvent le malentendu, parce qu'un cadre en réalité, c'est pas d'abord ce que l'on dit. C'est pas une phrase bien formulée, ni un ton plus ferme, ni même une règle parfaitement juste sur le papier. Un cadre, c'est avant tout une structure vivante, quelque chose que l'enfant ressent bien plus qu'il ne l'entend, quelque chose qu'il expérimente dans la durée, au fil des situations, des réactions de l'adulte, des répétitions ou de leur absence d'ailleurs. Et très souvent, les parents que j'accompagne me disent: pourtant, je lui ai expliqué, je lui ai dit calmement, il savait très bien que c'était pas autorisé. Et c'est vrai, ils ont expliqué, ils ont posé des mots, ils ont fait ce qu'on leur a toujours dit de faire. Mais le cerveau d'un enfant, et plus encore celui d'un jeune enfant, ne se structure pas sur la base d'un discours, même bienveillant, même cohérent intellectuellement. Il se structure sur la base de ce qui se répète, de ce qui reste stable et de ce qui ne dépend pas de l'humeur du moment, et de ce qui existe même quand l'adulte est fatigué, pressé ou à bout. Autrement dit, un cadre, c'est pas un message ponctuel, c'est un environnement. Et j'aime beaucoup cette image. Poser un cadre, c'est pas tracer une ligne au sol et espérer que l'enfant ne la franchira pas, c'est construire une barrière suffisamment claire, suffisamment visible, suffisamment constante pour que l'enfant n'ait même plus besoin de tester en permanence où se situe la limite. Et là, quelque chose d'essentiel apparaît.
Les enfants ne testent pas pour provoquer, non, je sais que c'est ce que vous vous dites, mais non. Ils testent en fait pour vérifier la solidité du cadre. Un enfant qui traverse sans cesse les règles, c'est pas un enfant qui cherche à dominer ou à défier, même si c'est ce que ça montre. C'est très souvent un enfant qui ne se sent pas suffisamment sécurisé et qui sent qu'il n'y a pas suffisamment de consistance derrière ce qui a été posé. Alors, il fait ce que son cerveau lui dicte de faire. Il vérifie, il observe, il recommence, il regarde ce qui se passe. Et parfois même, il va plus loin. Alors, est-ce que cette règle tient quand maman est calme, mais aussi quand elle est fatiguée? Est-ce qu'elle tient quand papa est là? Et quand il n'est pas là, comment ça se passe? Est-ce qu'elle tient quand on insiste, quand on pleure, quand on s'énerve, quand on promet? Et si les réponses varient, même légèrement, alors l'enfant continue d'explorer. Pas par malveillance, mais parce que son système interne a besoin de stabilité pour se réguler. Et c'est ici que beaucoup de parents se trompent. Et je dis bien se trompent, pas échouent. Ils pensent que renforcer le cadre, c'est ajouter des règles, expliquer encore mieux, négocier plus finement, ou au contraire hausser le ton, mettre des punitions, bref. Alors qu'en réalité, le cadre, il ne va pas se renforcer par la parole seule, mais par l'expérience vécue de la limite. Un cadre qui tient, c'est pas un cadre sévère, c'est pas un cadre rigide, c'est un cadre prévisible. Et pour un enfant, la prévisibilité, c'est profondément rassurant, même s'il la conteste en surface, bien sûr. Parce que savoir à quoi s'attendre, c'est ne plus être obligé de surveiller en permanence l'état émotionnel de l'adulte, de deviner s'il va céder ou non, de tenter sa chance encore et encore. Quand le cadre est clair et incarné, l'enfant peut enfin se reposer à l'intérieur de la relation. Et c'est souvent à ce moment-là que les comportements s'apaisent. Si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne et qui me disent je n'aurais jamais imaginé des résultats pareils. Oui, parce que quand on pose les choses comme il faut, les enfants sont en sécurité et quand le cadre est sécurisant, eh bien les enfants s'apaisent. Mais alors, si c'est pas un problème de règles, si c'est pas un problème d'amour et si c'est pas un problème d'intention, qu'est-ce qui fait que tant de cadres ne sont pas respectés? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. Il y a quelque chose de très déroutant pour un parent et parfois même profondément blessant dans le fait de constater que son enfant ne semble pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Alors même qu'il a posé une règle claire, qu'il a expliqué calmement, qu'il a essayé d'être juste, cohérent, présent. Et souvent, ce qui traverse l'esprit du parent à ce moment-là, c'est une pensée silencieuse mais lourde. Il se fiche de ce que je dis. Il ne me respecte pas. Si vous saviez le nombre de parents qui viennent me dire « je ne me sens pas respecté par mon enfant ». Pourtant, dans la majorité des situations, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les neurosciences du développement nous montrent aujourd'hui quelque chose de fondamental. Le cerveau de l'enfant, et plus encore celui de l'enfant immature émotionnellement, et ils le sont tous jusqu'à 25 ans, je vous le rappelle, n'intègre pas l'autorité par le raisonnement abstrait, mais par la répétition d'expériences concrètes et cohérentes. Autrement dit, l'enfant n'évalue pas votre crédibilité éducative sur la base de vos arguments. Et pourtant, vous ne faites que ça, argumenter, reconnaissez-le. Mais il le fait sur la base de ce qui se passe après que la règle ait été transgressée. Il observe, il enregistre, il fait des liens. Et si une règle est posée, mais qu'il ne se passe rien quand elle est franchie, ou que les réactions de l'adulte varient selon la fatigue, l'heure, l'état émotionnel ou le contexte, alors très rapidement, le cerveau de l'enfant comprend une chose essentielle. Ce cadre n'est pas stable. Et un cadre instable n'est pas un cadre rassurant. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que l'enfant ne teste pas la règle. Et oui, pas du tout même. Il teste la solidité de l'adulte derrière cette règle. Il ne cherche pas à savoir si la règle est juste, il cherche à savoir si elle existe réellement. Et c'est là que beaucoup de parents se sentent démunis parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait leur part. Ils ont parlé, expliqué, argumenté, parfois même longuement. Mais ce que l'enfant apprend, c'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous faites réellement lorsque la limite est franchie. Et surtout, expliquer, réexpliquer. Votre enfant n'est pas idiot, il a bien compris qu'il est important de se brosser les dents, sinon on va avoir des caries et finir chez le dentiste avec une roulette qui fait mal, que s'il ne
fait pas ses devoirs, il aura des mauvaises notes et donc un mauvais bulletin et donc une mauvaise orientation et donc peut-être un mauvais métier un jour. Mais tout ça, il s'en fiche en fait. Expliquer, rationaliser avec un enfant dont le cerveau rationnel est en construction, ben, ça ne sert à rien. C'est comme parler à un Chinois en français. Et je rencontre très souvent des parents qui me disent: «Mais je lui ai dit que je l'acceptais pas qu'il me parle comme ça». Et quand je leur demande ce qui se passe concrètement quand l'enfant recommence, bah, ils me répondent: «Ah bah, je répète, ou je m'énerve, ou encore j'explique encore différemment, ou je le punis bien sûr». Et là, sans le vouloir, un message implicite est envoyé à l'enfant. Et l'enfant se dit, plutôt son cerveau qui analyse la situation, dit: cette règle peut être négociée, cette règle dépend de l'humeur, l'énergie, de quel parent j'ai en face de moi aussi. Et cette règle existe surtout sans les mots. Et enfin, ce n'est peut-être qu'une histoire de temps pour que j'arrive à la transgresser. Dans le cerveau de l'enfant, et c'est là que c'est très important de le dire sans jugement, la règle devient alors une sorte de décor sonore, un bruit de fond, auquel il finit par ne plus prêter du tout attention. Pas parce qu'il méprise son parent, mais parce que la règle n'est pas associée à une réalité tangible, vécue et incarnée. On pourrait faire une comparaison très simple. Imaginez un gendarme qui se trouve sur votre route tous les matins et qui, si vous ne vous arrêtez pas au stop, ne déclenche jamais de sanctions, jamais de conséquences. Alors au début, on ralentit, on s'arrête, puis on hésite, puis on passe quand même, et très vite, le gendarme cesse d'être perçu comme quelque chose de structurant ou qu'on a envie de transgresser. Pour un enfant, c'est exactement la même chose. Et ce qui est souvent difficile à entendre pour les parents, c'est que la fermeté verbale, ça ne suffit pas. On peut parler calmement, être convaincu intérieurement, vouloir bien faire et malgré tout ne pas être perçu comme une figure de cadre solide, simplement parce que la limite n'est jamais rendue concrète. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir dur, autoritaire ou punitif, surtout pas. Ça veut dire qu'un cadre ne tient que s'il est cohérent dans le temps, prévisible et expérimentable pour l'enfant. Tant que la limite reste théorique, tant qu'elle reste dans le registre du discours, eh bien l'enfant continuera à vérifier encore et encore s'il n'y a pas une faille, une exception, une négociation possible. En plus, il teste, et plus le parent se fatigue, et plus le parent se fatigue, et plus le cadre s'effrite. Et ça, c'est le quotidien de toutes les familles. C'est exactement à cet endroit précis que beaucoup de familles s'épuisent sans comprendre pourquoi. Et c'est aussi là que se trouve l'élément que l'on oublie presque toujours, d'ajouter au cadre celui qui change réellement la donne. C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Parce qu'il y a un moment très particulier dans l'accompagnement des familles, un moment presque toujours identique où quelque chose bascule. C'est lorsque le parent réalise que dire une limite, ça ne suffit pas. Même si cette limite est juste, même si elle est posée avec calme et même si elle est expliquée avec bienveillance et cohérence. Parce qu'un cadre, tant qu'il reste uniquement verbal, il reste fragile. Je crois que vous l'avez bien compris maintenant. Et la plupart des parents que je rencontre ont intégré l'idée qu'il ne faut pas punir, qu'il faut expliquer, dialoguer, accompagner émotionnellement. Et c'est une excellente chose. Mais ce qui n'a jamais été réellement transmis, c'est que le cerveau d'un enfant n'intègre pas une règle par la compréhension seule, mais par l'expérience répétée de la limite. Si votre enfant se brûle à chaque fois qu'il s'approche, il met la main sur le four, il va le faire une fois et puis il ne recommencera pas. Regardez combien d'enfants on a dit c'est chaud, fais attention, fais attention. Puis un jour ils mettent la main un peu trop près et là je peux vous dire qu'ils ont compris et que vous n'avez plus jamais besoin de leur dire que c'est chaud. Un enfant, ça peut comprendre parfaitement une règle et continuer à la transgresser. Ça, c'est dur à l'accepter quand on est parent. Parce qu'on pense que c'est de la provocation ou du manque de respect. Mais c'est pas ça, c'est parce que la règle, elle n'est pas devenue une réalité intérieure pour lui. Et pour qu'une règle devienne une réalité intérieure, il faut qu'elle soit associée à quelque chose de concret, de prévisible et de stable. Et j'ai bien dit de prévisible. C'est là qu'intervient la notion de conséquence et pas de punition. Un mot qui fait peur, un mot qui est souvent mal compris et parfois même rejeté. Alors je voudrais être très claire ici, une conséquence, ce n'est pas une punition. Une punition vise à faire payer.
Elle est aussi décorrélée complètement de l'acte de la transgression. Un exemple, vous ne payez pas vos impôts à temps. La conséquence, normalement, en tout cas en France, et je pense que c'est comme ça dans de nombreux pays, c'est d'avoir 10% de majoration si on n'a pas fait ça à temps. Imaginez-vous que la conséquence soit aléatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ne déclarez pas vos impôts, ou que vous n'avez pas mis votre ceinture, ou que vous criez un feu rouge, ou que vous volez quelque chose, la sanction est aléatoire. Un jour, c'est vous n'avez pas le droit de prendre de vacances pendant un an. Un autre jour, c'est vous n'avez pas le droit d'aller chez vos amis la semaine prochaine. Et un autre, c'est 10%. Ça ne va pas. Vous allez vivre ça comme des punitions parce que ce n'est ni prévisible, ni connu, ni logique. Quel est le rapport entre 10%? Il y a un rapport, hein, je n'ai pas payé à temps, donc j'ai 10%, je suis sanctionné sur le fait de ne pas avoir payé, donc par un paiement. En revanche, je n'ai pas le droit d'aller chez mes amis et d'organiser des dîners, il n'y a aucune corrélation, donc ça fait naître un sentiment d'injustice. Donc une conséquence, ce n'est pas une punition. Une conséquence, elle doit être éducative, pédagogique, responsabilisante, parce qu'elle doit viser non pas à faire payer, mais à faire comprendre. Une punition humilie, elle coupe le lien et elle crée de la peur ou de la rancœur et aussi de l'injustice. Une conséquence, lorsqu'elle est juste, logique et tenue, vient simplement inscrire la limite dans le réel. Et pourtant, beaucoup de parents n'osent pas aller jusque-là. Ils posent la règle, ils préviennent, ils expliquent, puis lorsque la limite est franchie, ils hésitent, reculent, négocient, menacent sans agir ou laissent passer pour cette fois. Par fatigue, hein, je juge personne, évidemment, par culpabilité aussi, et par peur de mal faire ou de perdre le lien. Et là, sans qu'il s'en rende compte, un message extrêmement puissant est envoyé à l'enfant. Ce que je dis n'est pas forcément ce qui se passe. Il y a aussi ces parents qui punissent très durement, et donc l'enfant va se couper, se fermer, et c'est là où le lien risque d'être perdu. L'enfant va nourrir de la colère contre son parent. L'enfant, encore une fois, ne fait pas une analyse morale de la situation, il enregistre simplement un fonctionnement. Son cerveau est en construction. Il est en train d'apprendre et d'appréhender le monde qui l'entoure. Et c'est donc avec une aisance déconcertante qu'il va comprendre que la limite est discutable, qu'elle dépend du contexte, de l'énergie du parent, de quel parent il a en face de lui et de son insistance à lui. Et tant que cette limite reste négociable, eh bien, elle continuera à être testée. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point dans mes accompagnements. Dire que l'on n'accepte pas un comportement, bah oui, ça suffit pas, et puis je pense que vous en êtes rendu compte. Surtout lorsque ce comportement est récurrent. Dire je n'accepte pas que tu me parles comme ça, bah, c'est indispensable, bien sûr, que vous devez le dire, mais c'est juste une première étape. Et si derrière cette phase, il ne se passe rien de concret, alors l'enfant apprend que cette parole n'a pas de poids réel. Et c'est exactement à cet endroit que beaucoup de parents se sentent coincés. Eh oui, parce qu'ils ne veulent ni punir, ni crier, ni entrer dans un rapport de force. Ils sentent qu'il faudrait faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi faire ni comment. Ou alors, à bout, ils vont lancer une punition qu'ils regrettent parfois ou qu'ils vont lever parce que, sous le coup de la colère, ils se rendent compte après qu'ils sont allés un peu trop loin. Et donc là, la crédibilité, encore une fois, en prend un coup. Ce que je peux dire ici, sans entrer dans des recettes toutes faites, c'est que la conséquence, elle doit toujours être pensée, construite et adaptée à la famille, à l'enfant et à la situation. Et c'est là que ça se corse. Et c'est souvent là où les parents ont besoin, me disent que sans moi, ils n'auraient jamais trouvé, évidemment, parce que c'est très compliqué. Et c'est précisément pour ça que je ne donne pas de conséquences toutes faites dans mes contenus. Je donne quelques exemples. Mais ça ne peut pas s'adapter parce qu'une conséquence efficace, elle n'est jamais générique. Elle est cohérente avec le cadre, avec les valeurs familiales et avec l'histoire de l'enfant. Son âge aussi compte beaucoup. Ce que j'observe en revanche de manière très constante, c'est que lorsque les parents passent de la parole seule à une parole incarnée par des actes, eh bien les comportements commencent à changer. Pas instantanément, mais en quelques jours quand même, hein. Pas magiquement non plus, parce qu'il faut quand même être impliqué dans le processus et bien tenir son cadre, mais durablement surtout.
L'enfant comprend alors quelque chose de fondamental dès que j'accompagne les parents à mettre des règles en place. Bien sûr qu'ils me font confiance, sinon ils seraient pas venus. Mais je sais qu'à la fin, on me dit toujours, on ne s'attendait pas à autant de résultats. Oui, parce que à ce moment-là, quand un cadre est bien posé, avec de bonnes conséquences, dans un protocole de présentation de ces règles qui soit efficace, et ça c'est vraiment la base de tout mon travail, c'est ce protocole-là, tout à coup, ce que dit l'adulte est fiable, ce cadre existe réellement, et je peux m'y appuyer. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les tensions diminuent, que les crises s'espacent et que l'enfant se détend. Parce qu'il n'a plus besoin de tester sans cesse pour vérifier si l'adulte tient. Il se sent sécurisé par le cadre. Et un cadre sans conséquences est une intention. Un cadre avec des conséquences justes et constantes devient une structure. Et cette structure, loin d'écraser l'enfant, eh bien, elle vient au contraire lui offrir ce dont il a le plus besoin pour se construire. De la stabilité, de la prévisibilité, de la sécurité et un adulte qui assume pleinement sa place. Dans la suite, nous allons voir que ce n'est pas seulement la conséquence qui fait tenir le cadre, mais aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, la posture intérieure du parent, celle que l'enfant perçoit avant même que les mots ne soient prononcés. Et oui, il y a une chose que les enfants perçoivent avec une finesse presque troublante, bien avant même qu'un mot ne soit prononcé, c'est l'état intérieur du parent. Avant d'entendre la règle, avant de comprendre la consigne, ils sentent si l'adulte est sûr de lui, s'il est aligné avec ce qu'il dit, ou s'il est traversé par le doute, la culpabilité ou l'hésitation. Et c'est là que beaucoup de cadres se fragilisent. Pas parce qu'ils sont mal pensés, mais parce qu'ils reposent sur une posture intérieure qui est vacillante. Beaucoup de parents posent des règles tout en s'excusant intérieurement de les poser. Ils disent non, mais une partie d'eux pense je suis pas peut-être trop dur, je devrais pas faire ça, il va m'en vouloir. Et même si ces pensées ne sont jamais formulées à voix haute, l'enfant les capte. Ce sont des éponges, nos enfants. Ils ressentent dans le ton, dans le regard, dans la manière de tenir la limite ou de lâcher trop vite. Et à cet endroit précis, le cadre ne tient plus parce qu'il n'est plus porté avec conviction, il devient fragile, instable et soumis à l'émotion du moment. D'ailleurs, j'aimerais vous ramener très en arrière, quand vous étiez à l'école et que vous aviez des professeurs. Vous avez sans doute pu constater ce que j'ai moi-même constaté dans une classe, je me souviens, de 5e. J'avais une classe avec beaucoup de tourbillons, là, de gens d'élèves en tout cas, qui faisaient le bazar en classe. Oui, mais pas dans toutes les matières. La prof d'anglais s'arrachait les cheveux à coups de shut up pour faire calmer tout le monde. Et c'était l'hystérie. Qu'est-ce que j'ai rigolé cette année-là. J'ai pas beaucoup appris l'anglais, mais qu'est-ce que j'ai ri. En revanche, avec la prof de français, qui devait mesurer 1,50 m et peser 30 kg toute mouillée, j'exagère bien sûr, eh bien, il n'y avait pas ce problème. Personne ne chahutait. Elle n'élevait pas plus la voix, elle ne criait pas, mais ça ne se passait différemment. Le respect, c'est aussi une posture. Alors, il faut le dire clairement, sans culpabiliser qui que ce soit, bien sûr, le doute ne vient pas de nulle part. Il est le fruit de notre histoire, de notre éducation, aussi de ce que nous avons nous-mêmes vécu quand on était enfant, mais aussi de toutes les injonctions contradictoires que les parents reçoivent aujourd'hui. On vous demande d'être bienveillant, mais ferme, à l'écoute, mais autoritaire, présent, mais pas intrusif, cohérent, mais jamais rigide. Alors à force, beaucoup de parents ne savent plus sur quel pied danser et mon Dieu, je les comprends. Ils oscillent, ils ajustent en permanence, ils se surveillent eux-mêmes autant qu'ils surveillent leurs enfants. Et dans cette oscillation permanente, eh bien, l'enfant ne trouve pas un appui stable, mais un adulte qui cherche sa place en même temps que lui. Alors il est important de comprendre ici quelque chose de fondamental. L'autorité, donc, ne vient pas du ton, ni du volume de la voix, ni même de la fermeté apparente. Elle vient de la clarté intérieure. Un parent qui sait pourquoi il pose une limite, qui est au clair avec ses valeurs, qui assume pleinement sa place d'adulte responsable, dégage une forme de solidité qui est très rassurante. A l'inverse, un parent qui pose une règle en espérant secrètement que l'enfant ne la testera pas, eh bien, transmet une insécurité que l'enfant va immédiatement explorer.
Et c'est pas une critique, hein, c'est un mécanisme relationnel. Et beaucoup de parents me disent, je sais ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, mais j'y arrive pas. Et cette phrase, elle est extrêmement révélatrice parce que le problème n'est pas un manque de connaissances parfois, le problème c'est un conflit intérieur qui n'est pas résolu. Dire non, tenir une limite, assumer une conséquence, ça vient parfois toucher des endroits très sensibles chez le parent. La peur d'être rejeté, la peur de reproduire une autorité violente, la peur de ne plus être aimé, ou même la peur de réveiller sa propre colère. Il y a aussi ces parents qui ont divorcé, par exemple, ou dont les enfants ont vécu un traumatisme, comme du harcèlement à l'école, ou d'autres choses, ou une maladie. Et du coup, ils ne veulent pas être durs avec cet enfant. Ils se disent, ouais, c'est déjà difficile ce qu'il vit. Oui, mais ils se trompent. Donner des règles, c'est donner des repères. Ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas créer de la souffrance. Créer de la frustration à son enfant, c'est fondamental. On va s'élever dans la frustration. C'est la frustration qui va permettre le dépassement. Vous imaginez les hommes dans la caverne, pourquoi ils ont voulu créer le feu? Pourquoi ils ont voulu créer des habitats plus solides? Pourquoi ils ont voulu un jour faire une machine à laver, une voiture, la roue? Ben, pour faciliter, parce qu'ils étaient frustrés. Et c'est dans la frustration, quand un enfant ne peut pas avoir ce qu'il veut, par exemple, je ne sais pas, un adolescent qui veut des marques, de vêtements de marque, et dont les parents disent non, ça sera pour ton anniversaire ou quand tu auras de l'argent de poche, économise, fais un petit travail, etc. Eh bien, on crée de la frustration qui va créer le désir de trouver des solutions pour obtenir ce qu'on veut. Et c'est génial. Donc, quand un parent inconsciemment hésite, bah, il va temporiser, il va rentrer dans la négociation avec l'enfant et du coup, il risque de reculer. Et l'enfant, face à ce mouvement intérieur, il va continuer de tester. Pas pour gagner, mais pour sentir s'il peut enfin s'appuyer sur un adulte solide. Et c'est pour ça que ça va de plus en plus loin. Un enfant qui commence à être insolent à 9 ans, 10 ans, ne va pas se calmer à 14-15 ans. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me consulte, c'est quand les parents n'en peuvent plus. Or, il devrait arriver beaucoup plus tôt pour éviter d'avoir à l'adolescence à gérer des choses très difficiles. Il y a des parents que je refuse d'accompagner d'ailleurs parce que ça va déjà trop loin et que c'est déjà presque trop tard. Et comme je garantis mon travail, je fais attention à ce que je peux garantir ou pas. C'est pour ça que le travail autour du cadre n'est jamais uniquement un travail sur l'enfant. D'ailleurs, moi, personnellement, je ne vois jamais les enfants. Ce sont les parents qui changent et les enfants changent. C'est toujours un travail sur la posture intérieure du parent, sur sa légitimité à dire non, sur son droit à poser des limites et sur sa capacité à assumer pleinement sa place d'adulte sans se justifier en permanence. Et quand cette posture, elle commence à s'installer, eh bien quelque chose change très profondément dans la dynamique familiale. Le cadre devient plus calme, les règles sont moins discutées et l'enfant, paradoxalement, se détend. Il y a une autre situation que je rencontre très souvent et qui déroute profondément les parents. Le cadre est posé, il est clair, il est tenu et pourtant les tensions augmentent. Les oppositions deviennent plus vives, les conflits plus fréquents et l'enfant semble entrer dans une forme de résistance permanente. Et là, beaucoup de parents se disent, j'ai enfin été ferme et voilà que ça empire. Alors ce qui se joue ici, c'est pas un rejet du cadre en soi, mais une réaction à la manière dont ce cadre est vécu par l'enfant. Parce qu'un cadre, aussi nécessaire soit-il, peut devenir source de conflit s'il est perçu comme rigide, descendant ou déconnecté du vécu réel de l'enfant. Et il fait naître dans ces cas-là une injustice. J'ai accompagné une maman récemment qui ne voulait pas, voilà, qui voulait être dans le punitif, dans le rigide, etc. Et qui n'a voulu suivre évidemment aucune de mes consignes. Je lui ai prédit que ça allait s'empirer et ça a empiré. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle, les enfants n'ont pas besoin d'un cadre parfait, ils ont besoin d'un cadre qui soit juste. Un cadre trop serré, trop contrôlant, trop rempli de règles, eh ben ça finit par étouffer l'enfant. L'enfant ne s'oppose pas tant que à la règle qu'au sentiment de ne pas avoir de place pour exister, pour respirer, pour exprimer quelque chose de lui. Et cette opposition-là, c'est pas un caprice, c'est un rééquilibrage. Dans beaucoup de familles, le cadre devient une accumulation de règles posées en réaction à des comportements qui ont fatigué le parent.
Une règle pour les écrans, une règle pour les devoirs, une règle pour les repas, une règle pour le coucher. Et peu à peu, ben, l'enfant a le sentiment que chaque geste, chaque parole, chaque initiative est surveillée, évaluée, corrigée, et surtout qu'il faut, voilà, euh, au moindre débordement, la sanction tombe comme le couperet de la guillotine. Et c'est pas la présence de règles qui pose problème en fait, c'est l'absence d'espace. Quand le cadre ne laisse plus de marge de manœuvre, plus de zone de liberté, et adaptée bien sûr à l'âge de l'enfant, alors celui-ci n'a pas d'autre choix que de s'opposer pour exister. Et plus le parent resserre le cadre, et plus l'enfant se raidit. Plus l'enfant se raidit, plus le parent durcit. Et sans s'en rendre compte, eh bien, la relation glisse dans un rapport de force. Et ça, c'est un constat que je fais très souvent. Or, un cadre efficace, c'est pas un cadre qui contrôle tout. C'est un cadre qui hiérarchise, qui distingue l'essentiel du secondaire, qui sait où il est non négociable et où il peut lâcher un peu. C'est aussi un cadre qui s'explique, pas en justifiant, hein, mais en donnant du sens. Un cadre qui évolue bien sûr avec l'âge, la maturité, les capacités de l'enfant. Un cadre qui n'est pas figé mais vivant. Et quand un enfant sent que le cadre est là pour le protéger, pour le guider, pour l'aider à grandir, et pas pour le contraindre ou le contrôler, alors la coopération devient possible. Et c'est souvent à cet endroit que les choses commencent à s'apaiser, lorsque le parent cesse de vouloir tout cadrer et commence à penser le cadre comme un soutien et pas comme une arme. Quand on regarde tout ce que nous avons traversé ensemble dans cet épisode, une chose devient assez claire. Et j'espère en tout cas, c'est que le cadre éducatif, c'est pas une technique, ni une suite de règles à appliquer, ni même une posture qu'on endosse mécaniquement. C'est un équilibre vivant, fragile parfois, exigeant souvent, mais qui repose autant sur ce qu'on pose à l'extérieur que sur ce que l'on clarifie à l'intérieur. Dans les accompagnements que je propose, que j'observe presque systématiquement, c'est que les familles n'ont pas besoin de plus d'informations. Non, elles ont déjà lu des livres, écouté des podcasts, les miens, mes vidéos, mes réels et plein d'autres choses, et ceux des autres également. Elles ont essayé des outils. Ce qui leur manque, c'est pas le savoir, c'est une cohérence globale et un accompagnement complet. Quelqu'un qui voit de l'extérieur où sont les failles, qu'est-ce qui dysfonctionne, qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on n'a pas de recul par rapport à soi. On ne sait pas s'auto-évaluer. On s'évalue souvent mal. On se trouve trop rigide quand on l'est pas. On se trouve trop strict quand on l'est pas non plus. On se trouve laxiste quand on est trop strict au contraire. Enfin, voilà, moi, c'est ce que je remarque en tout cas. Et la cohérence globale, c'est ce moment où tout s'aligne, où la règle est posée, elle correspond enfin à ce que le parent est capable de tenir, où la conséquence n'est plus vécue comme une punition déguisée, mais comme une continuité logique du cadre. Et c'est là où les enfants l'acceptent. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point d'ailleurs. Et c'est un endroit où l'enfant ne se sent plus en lutte contre l'adulte, mais contenu par lui. Et ce basculement-là, il ne se fait pas en une fois, il ne se fait pas par ajustement successif, par prise de conscience, par renoncement non plus, si ce n'est renoncer à l'illusion qu'il suffit d'expliquer pour que ça marche, renoncer à l'idée qu'un bon parent ne doit jamais frustrer, renoncer à cette peur tenace qu'ont beaucoup de parents de ne plus être aimé ou de ne plus avoir de lien si on tient vraiment sa place. Et c'est souvent là que quelque chose de très fort se joue. Le parent cesse de chercher à être validé par son enfant et commence à s'autoriser à être un repère. Et c'est à partir de ce moment-là que le cadre devient plus simple. L'enfant, lui, il n'a plus besoin de tester sans cesse, parce qu'il sent que l'adulte sait où il va. Il peut s'opposer, bien sûr. Hein. Attention, les enfants chercheront toujours les failles à s'opposer. Il peut être en colère aussi, frustré, déçu, mais il a le droit. Mais il n'est plus perdu. Et c'est exactement ce que les enfants attendent, même quand ils font tout pour prouver le contraire. Ils cherchent un adulte qui tient sans écraser, qui décide sans humilier et qui pose des limites sans se justifier en permanence. Vous n'avez pas besoin, et il faut cesser de vouloir que vos enfants soient d'accord avec vos décisions. Ils ne seront jamais d'accord avec vous. Donc il faut y renoncer. Ce que vous faites, c'est pour leur bien. Si votre enfant vous dit je vais ramener de la cocaïne ou de l'alcool à la maison, vous n'allez pas lui expliquer pendant 3 heures pourquoi c'est non. Vous allez dire non. Vous allez être ferme et clair sur ces non. Parce qu'il n'y a rien à expliquer.
Alors si vous avez écouté cet épisode et que vous vous dites je comprends mais je ne sais pas par où commencer, ou j'ai l'impression de savoir tout ça mais de ne pas réussir à l'appliquer. Alors sachez une chose essentielle, c'est pas c'est normal en fait, c'est juste un signal que le travail à faire n'est plus seulement éducatif mais aussi intérieur. C'est un signal qu'il est peut-être temps de ne plus être seul face à ces enjeux-là. Et c'est exactement dans cet esprit que j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Reprendre les rênes, pas pour apprendre aux parents à être plus durs, mais pour les aider à retrouver une autorité calme, incarnée, cohérente, une autorité qui apaise les enfants parce qu'elle est profondément alignée. Alors si vous avez ce que vous avez entendu aujourd'hui résonne, et si vous sentez que quelque chose bouge, même subtilement, alors prenez-le comme une invitation à ne plus porter tout ça tout seul, à remettre de la clarté là où il y a de la confusion, à redonner au cadre sa vraie fonction, protéger le lien au lieu de l'abîmer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer ce chemin ensemble et aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le formulaire de contact de mon site internet www.noemidesintcernin.com, de nous envoyer un mail pour nous dire que vous êtes intéressé par cet accompagnement. Je vous offrirai une consultation gratuite de 30 minutes pour voir si je peux réellement vous accompagner et comment. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-moi sur mes réseaux, Noémie de Saint-Cernin, sur YouTube et Instagram en vidéo, sur mon site internet pour des articles ou pour aller encore plus loin et suivre mes accompagnements. Des milliers de parents ont testé mes méthodes, pourquoi pas vous? Et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour m'aider à diffuser mes graines de conscience et de bienveillance auprès de tous les parents.